repart les amis, on repart avec donc la direction financière de demain, l'ensemble de ces questions qui nous intéressent et nous passionnent même, donc le futur des organisations. Alors on va parler de ça avec Elina Badetz. Bonjour Elina, directrice des services tertiaires pour EDF, hein, c'est ça Elina. Exactement. Philippe Guillaumy, salut Philippe, directeur financier donc, du groupe de cosmétiques Sisley. Et tu es aussi alors président du comité scientifique de la DFCG. De la DFCG, qui est l'association des directeurs financiers et du contrôle de gestion. Que je découvre. Voilà, je suis ravi de découvrir la DFCG. Et puis Florent Frontella, salut Florent, partenaire de loi, donc transformation justement des organisations et des talents. Alors, on va faire ensemble une sorte de tour d'horizon complet. Je vous propose les métiers, les hommes, et puis évidemment la data qui est aujourd'hui au cœur de vos préoccupations et pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs de vos espoirs, parce que c'est bien ça dont on va parler avec la direction financière de demain. Florent, si on commence avec les métiers, comment est-ce que, j'entends beaucoup, on va se concentrer sur la valeur ajoutée en fait, autour des métiers de la finance. Comment est-ce que ça peut s'incarner sur les principales fonctions ? Je pense que c'est beaucoup un changement de posture en fait, passer de la notion de coût à la notion justement de valeur créée pour le business. C'est ça. Ce qu'on voit bien, c'est que la digitalisation, elle a démarré depuis très longtemps, elle est en train de s'accélérer. Elle permet quand même à la direction financière de se concentrer sur ce qui crée de la valeur pour le business. Première chose. Deuxième chose, la direction financière, elle a deux avantages concurrentiels importants par rapport aux autres fonctions. Première chose, c'est qu'elle concentre la data. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a une vision globale des processus de bout en bout des métiers. Ouais. Parce que par définition, normalement, toute opération économique se retrouve en comptabilité. Tout à fait. Et donc, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est accompagner, proposer de la valeur ajoutée au business. On parlera tout à l'heure des pilotages des politiques RSE. On peut parler des analyses prédictives sur la base de la donnée. Donc, elle a en sa possession en fait, tout un tas d'outils qui lui permettent de créer de la valeur. Je pense que ça passe beaucoup quand même par un changement de posture, de culture. Je vais prendre un seul exemple. Moi, j'accompagne beaucoup de centres de services partagés. Ce qui est marrant, c'est que les centres de services partagés résonnent beaucoup donc, au travers d'indicateurs, des KPI, qui portent sur la productivité, les coûts, et très peu sur la satisfaction des clients. Tout ce qui est énervé Elina, là. C'est justement, vous êtes totalement dans cette démarche, à la tête d'un important CSP, Elina. En fait, je suis désolée de te contredire, mais c'est plus tout à fait comme ça que ça fonctionne. Non, mais c'est parce que c'est exceptionnel chez EDF, en fait. Voilà, je pense que vous pouvez avoir tous les deux raison. Mais justement, tu te concentres là-dessus, Elina. Oui, c'est vrai qu'on a passé ces étapes où on a commencé déjà par justifier notre existence, donc avec des vrais KPI d'efficacité, de performance, et puis petit à petit, on a évolué vers des KPI de satisfaction pour continuer dans ce schéma. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des KPI communs de performance. On ne se dit plus il y a une relation de client-fournisseur, on est vraiment dans une relation partenariale et donc on fait ensemble ce chemin pour améliorer la performance parce que, comme tu l'as dit fort justement, c'est nous qui avons les datas, c'est nous qui avons le savoir et c'est nous qui connaissons le mieux le process de bout en bout. Performance commune, tu peux donner plus de détails là-dessus ? Comment est-ce qu'on définit des KPIs de performance commune avec des clients qui sont forcément différents en fonction des différentes strates de l'entreprise ou des différentes parties prenantes auxquelles tu t'adresses ? On prend des KPI qui vont faire qu'on va réduire nos dépenses à nous. Je veux parler par exemple du taux de comptabilisation automatique, par exemple d'une facture. Ouais. C'est assez concret. Ouais. Eh bien, ce taux de comptabilisation automatique, il va directement impacter notre coût à nous, centre de services partagés. Et du coup, forcément, on sera moins cher. Et forcément, le coût qui sera répercuté sur le business sera lui-même moins cher. Mais cet exemple de comptabilisation automatique de la facture, eh bien, ce n'est pas seulement le GBS qui peut travailler dessus. C'est aussi le client lui-même parce qu'il va réceptionner plus vite, parce qu'on va détailler ensemble l'ensemble du process pour que ça puisse s'améliorer. Et il va en récupérer le bénéfice Exactement. Sur son propre PNL. Philippe, comment est-ce que tu vois les choses, justement, cette question de valeur ajoutée au cœur des métiers de la finance ? Oui, mais je pense que l'émergence depuis quelques années du digital favorise considérablement une évolution en profondeur des outils. Et pour ne parler que des comptables, dont on dit depuis longtemps qui vont être, enfin pas depuis longtemps, mais on en parle de plus en plus. Et depuis un moment quand même, qui vont disparaître. Voilà, qui risquent d'être, entre guillemets, ubérisés. En fait, leur métier va considérablement se transformer, mais leur légitimité va vraiment demeurer.
Et ils vont simplement évoluer d'exécutants de tâches comptables, du fait notamment de la robotisation, l'automatisation. Ils vont être beaucoup plus dans des tâches de supervision de processus automatisés. Et ils seront plus dans le dialogue avec les autres parties de la direction financière, bien sûr, mais aussi les autres parties prenantes de l'organisation de l'entreprise. Donc ils seront dans un environnement beaucoup plus ouvert et leur rôle, je pense, ne sera que plus valorisé. Philippe, tu les connais et comme le disait Florent, ça implique un changement d'état d'esprit, de posture, de mindset. C'est une révolution copernicienne. Ça va prendre un certain temps, hein. Mais ça a commencé. Et alors, je ne peux pas parler avec autant d'autorité des centres de services partagés, mais sans aller jusque-là, dans les entreprises, cet aspect d'automatisation a déjà commencé, il va s'accélérer et les comptables sont inquiets. Ils se posent des questions. Mais ils ont tort alors, à t'entendre. Il faut que le directeur financier prépare les esprits et accompagne ce mouvement. C'est un travail de longue haleine, hein, mais il faut les rassurer et leur expliquer les perspectives. Ils ont tellement tort que tu es persuadé, et alors tous les trois d'ailleurs, qu'on peut rapatrier un certain nombre de fonctions qui étaient à très très faible valeur ajoutée et qui ont été expatriées. Oui, complètement. Beaucoup de CSP ont été créés hors des frontières, en offshore, pour des raisons d'économie essentiellement. Hein. Et ça a pu... Alors, des économies de coûts facial, mais souvent aussi des pertes de valeur parce que la qualité a pu en souffrir. Mais aujourd'hui, il y a une formidable opportunité pour rapatrier ces tâches en Europe, et en France en particulier. Non pas que les effectifs vont rester constants, mais par contre, au lieu de les employer hors de France, on les emploiera en France. Ça, c'est une formidable opportunité. Elina ? Je pense que ça nous renvoie à ce qu'on disait sur le processus bout en bout, c'est-à-dire que le fait d'externaliser ne met la lampe et l'éclairage que sur la partie du JBS. Or, on voit aujourd'hui que le progrès, on le fait ensemble sur l'ensemble du processus. Et la digitalisation, elle se fait par exemple sur le procure-to-pay, vraiment depuis chez l'arrivée de la facture ou chez nos clients jusqu'au bout. Et moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient de dire. J'ajouterais même que dans l'évolution du métier de comptable, il ne faut pas oublier aussi, dans le contexte, c'est toute la réglementation qui ne cesse d'arriver et qui ne cesse de se complexifier. Je veux dire, un jour, et puis tout ce qu'on a aujourd'hui autour du RGPD, autour de la DGCCRF, le règlement des factures dans les temps. On est vraiment dans un environnement extrêmement réglementé et le comptable est au cœur de tout ça. Parce que c'est bien cette valeur ajoutée-là qu'on apporte aussi à nos clients, d'essayer de décortiquer cette nouvelle doctrine qui arrive, de la mettre en place avec intelligence, de digitaliser tout ce qu'on peut digitaliser et traiter ça sur le bout en bout. Florent ? Oui, c'est complètement ça. On parle beaucoup d'augmented workforce, en fait, de l'homme augmenté. C'est ça l'idée, c'est que la machine ne va pas remplacer l'homme au final, elle va le compléter. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire que le comptable ne va pas disparaître, il va peut-être faire un peu moins de production comptable et beaucoup plus d'analyse. Ça nécessite aussi de repenser la formation initiale, la formation au sein de l'entreprise. Mais c'est complètement possible. Juste un commentaire aussi, on parle beaucoup de robotisation des processus, la fameuse RPA. Évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je pense qu'il faut faire attention au fait que tout ne sera pas forcément automatisé. Moi, je ne crois pas au 100% automatisé, parce que ça nécessite du volume, que le volume, il n'existe pas partout, ça dépend des tailles d'entreprise, ça dépend des secteurs d'activité. Vous prenez par exemple l'industrie lourde, la chimie, les volumes de factures fournisseurs ne sont pas si élevés que ça en réalité. Et puis, il faut savoir que la RPA n'aime pas le spécifique. Donc de toute façon, tout ne sera pas 100% automatisé. Et de toute façon, vous le verrez alors dans cette catégorie d'ailleurs, à travers d'autres modules qu'on vous propose, mais les éditeurs eux-mêmes en fait ne sont pas dans cette démarche de l'autonomie totale des systèmes. Voilà, c'est pas... Philippe d'ailleurs, vous devez, j'imagine, en parler à la commission scientifique de la DFCG. Absolument, ça fait partie. Mais dans les thèmes auxquels on s'intéresse, il y a notamment... La full autonomie, en fait... Personne n'y pense vraiment, personne ne travaille là-dessus aujourd'hui. Oui, et puis au-delà de ça, il y a toutes les qualités intrinsèques qu'il faut développer. Et donc on est aussi sur le terrain. Alors c'est peut-être plus côté cette fois-ci contrôleur de gestion. Le compteur de gestion aussi est concerné. Et il va devoir être dans une posture beaucoup plus ouverte qu'il ne l'est aujourd'hui. Il travaille en relation avec des clients internes. Mais je pense que l'effet du digital va l'amener à accélérer ce positionnement au lieu d'être aujourd'hui quand même encore très très orienté sur la trituration des données. Et demain, en fait, il continuera à travailler sur les données, sauf qu'il va les transformer beaucoup plus en informations à valeur ajoutée. Et cette transformation-là, qui va être favorisée par ces nouveaux outils, va forcément l'obliger à avoir une posture différente. Et de plus en plus de temps réel. Et aussi. Et donc, dialogue indispensable avec
les clients internes et donc effectivement ce dont on parlait, c'est-à-dire une forme de proximité géographique qui, à nouveau, est indispensable. On peut être positif comme ça pour tous les métiers qui vous entourent aujourd'hui, tous les métiers de la fonction finance ? Moi, je dirais qu'il y a quand même un rapprochement de ces métiers. Parce qu'aujourd'hui, la différence entre le contrôleur de gestion, finalement, et le comptable, elle est plus ténue. Parce que quand on parle d'analyse de données, moi, j'ai envie de vous parler de prédictif aujourd'hui. C'est un de nos débats, justement. J'aimerais revenir sur le comptable augmenté, parce que moi, je vois aussi le comptable, surtout aujourd'hui, en maîtrise des outils digitaux. C'est-à-dire, le comptable, le matin, il arrive, il vérifie que son automate, il fonctionne bien. Il vérifie que son IA, elle a bien déroulé la veille, qu'il ne faut pas ajuster son automate. Elle va utiliser son outil d'analyse du processus. Et puis, voilà. Donc, ce dialogue, il commence déjà le matin, non pas avec ses clients, mais avec ses automates et avec son numérique. Voilà. Et après, il va regarder si son algorithme qu'il a réfléchi la veille pour anticiper ses fraudes ou si l'algorithme qu'il a fait pour traiter du contrôle interne et réduire au maximum les efforts de contrôle a bien fonctionné. Et après seulement, il va appeler son client pour lui dire « Bon, tiens, là, j'ai peut-être un doute avec mon algorithme sur la potentialité d'une fraude qui peut arriver dans 2 mois ou un double règlement qui peut-être pourrait arriver sur ce fournisseur. » Non, c'est absolument passionnant. Bon, alors, justement, tu l'as dit d'un mot, Florent, mais il faut s'occuper des hommes et des femmes, justement, qui vont faire tout ça. Donc, tu as dit d'un mot formation. Moi, ma question, elle est toujours un petit peu brutale, mais est-ce que ces évolutions que l'on décrit peuvent être encaissées par les mêmes qui ont fait du tableau Excel pendant 15 ou 20 ans ? Il est clair qu'on est en train de décrire des profils qui sont beaucoup plus technophiles, de toute façon, ça c'est une première chose, et qui ont une proximité beaucoup plus forte avec le business. Alors évidemment, ça passe par des changements de recrutement. L'idée, c'est de dire, je ne vais pas recruter les profils que j'utilise depuis 10 ans, mais les profils dont j'aurai besoin dans 10 ans. Ça, effectivement, ça va changer le recrutement. Ça passe aussi par les actions d'accompagnement, de formation des collaborateurs. Et tu le disais très bien tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, les comptables sont déjà, je pense, dans cet état d'esprit. Il doit être renforcé, mais aujourd'hui, la proximité avec le client, elle est là. La nécessité de manipuler les outils, manipuler la data, elle est là aussi. Elle va juste s'accroître. Mais je ne suis pas sûr qu'en fait, on passe de 0 à 1 comme ça du jour au lendemain. On a déjà démarré le changement. Philippe ? Moi, je suis optimiste sur le fait qu'on doit aider et on est capable d'aider les populations aujourd'hui de cadres qui sont déjà expérimentés, mais qui ne sont pas forcément ouverts à toutes ces technologies, qui n'ont pas forcément le mindset qui va bien. Mais avec la formation, avec les outils actuels, on peut quand même les amener à évoluer. Et de toute façon, avec l'arrivée des nouvelles générations, il faut savoir qu'aujourd'hui, les millennials représentent quand même 50% de la population active. Hein. Il va y avoir un mix des populations qui va forcément provoquer des secousses. Et il n'y aura pas vraiment le choix. Enfin, il va y avoir une confrontation de populations qui sont nées dans des périodes complètement antinomiques. Hein. Ouais, tout à fait. Et moi, je crois beaucoup aux vertus du mélange. Il va y avoir des transformations qui vont aussi venir de cette mixité. Elina ? Alors, moi, j'aime bien dire que ce n'est pas une question de génération, le digital, hein, parce que dans mes équipes, la moyenne d'âge, c'est 47 ans. Donc c'est très jeune, hein, 47 ans. Ce que tu nous racontais, là, le dialogue avec les algorithmes le matin, ça se passe bien. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que tout le monde est totalement digitalisé, mais je pense qu'il y a énormément de manières d'organiser ça, et notamment par les réseaux, en tirant justement des salariés qui, eux, sont un peu geeks, aiment ça, et qui soient jeunes ou moins jeunes, parce qu'on a vraiment les deux, et qui vont venir en appui à leurs collègues, vont vraiment viraliser ces méthodes de travail. Et moi, je pratique aussi beaucoup l'appui des comptables et des salariés avec ce type de personnes. Donc à la fois par des blogs, des réseaux comme on fait aujourd'hui, parce qu'on a tous l'habitude de faire ça, hein, je ne sais pas vous, mais moi quand je veux planter un clou et que je ne sais pas faire, je vais sur Internet pour regarder comment on fait. Donc on peut très bien faire la même chose dans l'entreprise. Donc nous, on a mis ça en place, donc des réseaux où on dit, tiens, j'arrive pas sur mon fichier bidule, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite astuce ? Ça marche du tonnerre parce que ça viralise de manière très simple et sans aucun coût. Donc ça se fait et c'est passionnant à faire, mais moi je trouve qu'on a parlé du mindset et finalement c'est ça l'essentiel, parce que le digital, je pense qu'on peut arriver à le mettre en place et il y a beaucoup de gens qui vont aider là-dessus. Après le mindset, l'ouverture,
Pour moi, ce qui est essentiel, c'est ce côté responsabilisation, autonomie, se dire que le matin, le comptable, c'est entre ses mains, c'est lui qui connaît le boulot et c'est lui qui peut se dire « j'ai envie d'améliorer ça et j'ai envie de mettre un automate là-dessus ». Je vous bouscule un peu parce qu'il y a 2 points importants encore à voir et il nous reste que 5 minutes. Évidemment, donc on l'a dit aussi d'un mot, les données extra-financières, l'environnement. Dans le futur de vos organisations, ça va devenir quelque chose de très important. Elina ? Un comptable, c'est aussi un data analyst aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça est complètement mélangé. Et d'ailleurs, c'est ça qui les passionne. Et c'est ça C'est un nouveau sens qui est donné au métier ? Exactement. Et c'est ça qui les fait rêver. Et c'est ça qui fait qu'on arrive encore à attirer dans les métiers de service. C'est vraiment un changement. Et c'est passionnant parce que ça ouvre des grands univers et ça mélange des métiers comme les data scientists avec les data analysts. Mais il faut toujours cette connaissance métier pour pouvoir parler aux data scientists. Et donc il faudra toujours une petite compétence comptable. Parce qu'on l'a vu, parfois on a essayé de faire des algos avec uniquement des data scientists sur des sujets de prévision de cash, sur des sujets de double règlement. Mais quand on ne connaît pas la mécanique comptable et vraiment les outils qu'on a, c'est très compliqué même pour un grand data scientist. Philippe ? Moi, on parle de data. On parle de data et d'environnement. Et d'environnement. Alors, au niveau de la data, je pense que pour les directeurs financiers, il y a une opportunité de se positionner sur la data et d'appréhender ce sujet, de le revendiquer, je dirais presque. Oui, tu penses qu'il doit devenir l'architecte de la data ? Moi, je suis convaincu qu'il a cette possibilité. Alors, dans les très grandes organisations, aujourd'hui, il y a des CDO, mais pour moi, un directeur financier, s'il est vraiment ouvert sur l'entreprise et sur les différents processus qu'il la traverse, c'est son rôle de les architecturer, eh bien, il a la possibilité de se positionner vraiment comme le data officer. Il a un positionnement et une capacité d'observer et d'analyser les données et de vérifier les sources, qu'elles sont qualifiables, qu'elles sont vraies, qui est unique. Et de ce point de vue, sa légitimité est incontestable. Mais voilà, il faut qu'il se positionne. Après, il y a les données extra-financières, et là aussi, la direction financière a l'opportunité de prendre toute sa place et, dans le cadre du reporting, dont elle est le gardien, développer des démarches RSE à travers les indicateurs, le pilotage des indicateurs, etc. Donc là, à ces 2 titres, je pense que le directeur financier a un champ de manœuvre intéressant. Florent ? Mais je suis complètement d'accord, effectivement. En fait, la finance a en sa possession la data. La data, c'est quelque part, c'est l'information sur l'ensemble de l'entreprise. Et donc là, on est au cœur d'un écosystème étendu. La direction financière est au centre de l'entreprise. Elle a une capacité d'analyse qui est extrêmement puissante. Encore faut-il se doter des bons outils, des bons profils, changer de mindset. Qu'elle le saisisse, comme le dit Philippe. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne se fera pas tout seul, complètement. Mais c'est une énorme opportunité, effectivement. Et je pense que c'est une nouvelle ère pour la fonction finance. Et énorme opportunité aussi, tu insistes beaucoup là-dessus, pour construire des parcours de carrière, des schémas de carrière aujourd'hui. Complètement. Pour les jeunes gens que vous allez recruter. Oui, parce qu'on se rend compte que dans les nouvelles attentes des collaborateurs, et en particulier des plus jeunes, en termes de rétribution, il y a vraiment une attente forte sur les perspectives de formation et d'évolution, au-delà du salaire. Et ces perspectives-là, c'est pouvoir évoluer dans l'entreprise en vertical, en horizontal, en oblique. Et effectivement, on voit bien que plus la fonction finance est exposée quelque part, notamment au travers de la data, et plus on lui ouvre des perspectives d'évolution qui sont fortes. Ça, c'est un critère important. On est dans un contexte qui est pénurique. Les candidats sont en attente vis-à-vis de ces critères-là. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose qui est important, je pense, pour les nouvelles générations aussi, c'est le sens. Et est-ce que je contribue à quelque chose de plus grand ? Et aujourd'hui, on voit que dans les grandes écoles, ils vont aller parfois faire de l'insertion, des choses comme ça. C'est fabuleux. Et donc, si on arrive aussi dans l'entreprise à les attirer avec ces données extra-financières, avec une entreprise qui a une raison d'être autour de la transition énergétique, etc., eh bien, c'est hyper important pour les jeunes générations. Pour nous tous, je crois, mais pour eux, c'est important aussi. Il faut donner du sens. Voilà. Oui, mais enfin, en fait, cette phrase revient très, très régulièrement. Oui. Et elle n'a pas toujours du sens, justement. Moi, je constate, et on constate à l'occasion de cette édition de Future of Finance, que vraiment, pour le coup, elle a du sens pour la fonction financière. Enfin, je trouve que c'est une transformation, mais qui est enthousiasmante. Je ne sais pas comment vous le vivez vous-même, mais enthousiasmante pour votre métier aujourd'hui. On est d'accord. Mais ça vous laisse sans voix. On revient à cette idée de passer du coût à la valeur. Au final, c'est au-delà de ce que je coûte. Oui, à la valeur en général, en fait. Voilà, qu'est-ce que j'apporte ? Quel est le sens, en fait, qu'il y a derrière la fonction finance ? Qu'est-ce que j'apporte au business ? Qu'est-ce que j'appelle, pourquoi pas, à la société ? C'est vraiment cette notion de valeur ajoutée, en fait. C'est une question de mindset.
Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise et qu'est-ce que j'apporte plus loin à la transition énergétique, à la société, parce qu'on gère aussi de l'extra-financier. On gère par exemple des lignes de crédit aujourd'hui qui dépendent des résultats qu'on va faire par rapport à nos engagements en termes de réduction du CO2. Et ça, aujourd'hui, c'est les financiers qui le regardent. Tout à fait. Et donc ça, c'est passionnant parce que même le financier, il peut contribuer à la transition énergétique. Ah, je vais me dire, Elina, en ce qui concerne EDF, non mais vraiment, enfin, je veux dire, il faut le dire d'un mot. Quand on voit ce que c'est aujourd'hui, que le plan de financement, que la structure de financement d'un EPR, oui, les financiers sont au cœur de la transition énergétique. Là, mais ça n'a pas toujours été le cas, et je pense que maintenant il y a ces liens qui se font. Merci les amis, merci à tous. Merci. On continue, et vous continuez l'ensemble de nos programmes à l'occasion de Future of Finance.